Bonjour YouTube, aujourd'hui Instant Critique destiné à The Prodigies, film réalisé par Edward Zwick avec dans les rôles titres Tobey Maguire et Isaac Liv Schreiber. C'est l'histoire de Bobby Fischer, le prodige américain des échecs, qui à l'apogée de la guerre froide se retrouve pris entre le feu des deux superpuissances en défiant l'Empire soviétique lors du match du siècle contre Boris Spassky. Son obsession de vaincre les Russes va peu à peu se transformer en une terrifiante lutte entre le génie et la folie de cet homme complexe qui n'a jamais cessé de fasciner le monde. Alors, en ce qui concerne l'histoire, il faut d'abord savoir que c'est tiré d'une histoire vraie, de la vie de Bobby Fischer, pendant cette période de la guerre froide. Donc forcément, la première critique qui vient à l'esprit, c'est que les événements sont relativement... mettent en avant les États-Unis. Mettent en avant les États-Unis, mais c'est d'abord qui sont forcément très prévisibles. Ouais. Hein, ça vient d'une histoire vraie, donc déjà, pour la petite anecdote, le film tiré de Bobby Fischer n'est pas le premier, il y en a eu plusieurs. Donc on connaît déjà la fin, donc il y a déjà un petit manque d'enjeu. C'est le petit problème du film, mais c'est un peu le petit problème que j'ai avec tous les films d'histoire vraie. Et notamment déjà ceux qui connaissent l'histoire, moi je la connaissais pas personnellement, mais ceux qui connaissent l'histoire de Bobby Fischer en vrai, forcément savent déjà un peu comment ça va se tramer, quoi. Au niveau de l'histoire, il y a moins d'enjeux, on va dire. C'est ça, il y a beaucoup moins d'enjeux. Après, en soi, c'est bien traité, c'est vachement dans la machine à l'américaine. Donc ça met énormément en avant les États-Unis. Il y a une propagande. L'histoire repose sur ce jeu de propagande entre le joueur d'échecs russe et le joueur d'échecs américain. Donc forcément, ça fait partie de l'intrigue. Et du coup, bah oui, c'est très mis en avant. Et là, il faut être plutôt du côté des États-Unis, effectivement. Ah, c'est sûr que c'est le petit Américain, jeunot, génie, qui se bat contre la grande machine russe et les 5 Russes qui gagnent tout aux échecs et tout. Donc qu'ils accusent de tricher. Qu'ils accusent de tricher, déjà, saupoudrés de petites propagandes judéo-chrétiennes, principalement chrétiennes, mais judéo-chrétiennes, on va dire. Ah oui, après, oui. Déjà parce que Bobby Fischer est juif et que son mentor est chrétien. Donc c'est très pro-américain catho. Ça, on le voit, mais après, c'était la période. Et ils arrivent à le masquer. Enfin, c'est pas très bien masqué, mais après, en soi, je trouve, on va dire que ça ne nuit pas trop à la qualité du film. Ça saute aux yeux, c'est sûr, c'est une vraie propagande, mais après, ça saute pas aux yeux. Ça n'entache pas l'histoire et ça laisse quand même, de par le fait que justement Bobby Fischer, dans l'histoire, commence à avoir des petits problèmes qu'on définira un peu plus dans la partie personnage, mais sa névrose qui commence à prendre de plus en plus de pas sur la réalité, fait que l'histoire reste quand même relativement prenante malgré ça. Il n'y a rien de différent par rapport aux autres standards du film américain. C'est-à-dire que, effectivement, comme tu dis, les États-Unis sont très mis en avant. Déjà, c'est le principe du film, parce que c'est tout un jeu sur la propagande entre qui doit gagner cette partie d'échecs, parce que celui qui perd c'était une période de guerre froide, donc celui qui perd entre la Russie et l'Amérique est le perdant aussi un peu de cette guerre idéologique. Donc c'est ça la base. Donc ça fait partie du film. Maintenant, voilà, dans tous les blockbusters ou dans tous les autres films, on est habitué à cette propagande. Après, aussi. Heureusement, là, vu que c'est en période de guerre froide, le fait que les méchants soient russes, ça dérange absolument pas. Contrairement à beaucoup de films où le russe est simplement le grand méchant. C'est logique. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est justement là où c'est bien traité, c'est qu'il y a un moment dans l'histoire où on rebascule du point de vue des Russes, et du coup ça les dédiabolise vachement. Il n'y a pas de diabolisation des Russes. C'est ça. Même on se rend compte que le schéma qui se produit du côté de l'américain se produit également du côté du russe. Et du coup le russe n'est pas un ennemi ou un adversaire, c'est juste un rival. C'est purement un rival à la fin, et c'est plutôt bienvenu, quoi. Ils ont exactement le même chemin. C'est ça, ils ont exactement le même chemin. Du coup, ça apaise un petit peu cette propagande pro-américain et anti-russe, parce que justement, du coup, ça n'est plus anti-russe. Et ça, je trouvais que c'était vachement bienvenu de retourner ça. Après, il y a des facilités. En même temps, on va dire que c'est une histoire vraie. Donc forcément, il y a des choses pas... C'est efficace. C'est ça. C'est efficace, ça file vraiment droit.
Maintenant, effectivement, il y a beaucoup de facilité. Ça arrive dans beaucoup de films, surtout dans des films comme ça qui sont tirés d'histoires vraies. Forcément, on peut pas jouer de l'intrigue, sinon on recrée. C'est ça. Soit on reste dans l'histoire vraie, soit on est dans la fiction. C'est un petit peu le problème que j'ai avec les histoires vraies. Après, vu que c'est une histoire déjà sur un joueur d'échecs, moi qui adore les échecs, forcément j'ai vraiment apprécié. Et en plus, le traitement de la psychologie de Bobby Fischer, joué par Tobey Maguire, est juste excellente. Et moi qui suis en études de psychologie, je trouve que c'est le point fort du film qu'on développera dans la seconde partie. Mais vraiment, c'est le point fort du film. Aussi. Déjà, voilà, Tobey Maguire, c'est un de mes acteurs préférés de Hollywood. Il fait facilement partie du top 5. Et en plus, vraiment, la Psychose est absolument et admirablement bien écrite et gérée. De la fixation enfantine au développement, à la supertrophie du moi. Donc ça a été vraiment bien écrit, j'ai vraiment aimé. Voilà, et pour continuer aussi sur les petites facilités, il y en a une qui moi m'a posé problème, enfin qui m'a pas posé problème mais qui était un petit peu, on aurait limite pu s'en passer, c'est la rencontre avec la fille. Le gars c'est un génie, joueur d'échecs qui sort pas, qui n'a pas vraiment d'amis. C'est vrai que ça avait pas d'utilité finalement. C'est ça. Et le gars arrive, gueule, et la fille arrive et rencontre. Ils sortent. Moi je me suis posé la question au début, je me suis dit est-ce que ça allait pas rentrer dans le système de la paranoïa, parce que le personnage paranoïe énormément. Et est-ce que ça allait pas rentrer justement dans le système de la paranoïa? Je me suis demandé si c'était pas justement, il allait pas se dire est-ce que c'est pas un coup des Russes qui lui envoient une prostituée pour essayer de le déstabiliser avant le match. Moi je pensais effectivement que ça allait avoir un impact, au moins le déstabiliser déjà de base, parce que voilà, il a dépucelé donc maintenant il est un autre homme, mais au final non, c'est vrai que ça servait absolument à rien. Elle servait pas à grand chose cette rencontre là, ouais, peut-être pour donner la petite touche, parce qu'il faut toujours une pseudo-histoire d'amour. Mais voilà quoi, c'est très léger. C'est pas une histoire d'amour, c'est survolé là. C'est sûr. Et moi aussi, il y a un petit truc qui m'a vraiment posé pas mal de questions. J'ai pas réussi, pour ceux qui connaissent un petit peu le schéma scénaristique hollywoodien et principalement voglerien, j'ai eu un petit problème sur... j'ai pas réussi à trouver d'épreuve suprême. Alors j'hésite entre deux. Soit le fait de devoir accepter le conflit et la bataille contre le russe aux échecs, mais auquel cas ça serait trop survolé et j'ai pas trop compris. Soit ce serait le fait du retour avec l'élixir du russe qui accepte la salle de ping-pong. Et dans ce cas-là, ce serait trop facile aussi. Je pense que c'est le moment où il accepte de faire le match avec le russe. La toute première fois, bah oui, mais après, on pourrait aussi considérer que l'épreuve suprême est axée sur le premier match où il perd. Après, ça se fait en deux où temps. Il perd et où après il ne vient pas. Et du coup, c'est là où est ma question. J'ai pas réussi à mettre le doigt dessus, c'était pas très clair. Alors, ça ne me dérange absolument pas. Après tout, c'est qu'un standard d'écriture, mais du coup ça m'a un peu perturbé parce que j'ai pas réussi à le trouver. Parce que le match déjà se passe, le dernier match, le match on va dire de fin, se passe en plusieurs parties. Il y a une partie où il accepte, mais finalement il se referme et puis il réaccepte. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs moments, plusieurs phases d'évolution dans le jeu. Alors, en ce qui concerne les personnages, donc on va forcément commencer par le héros, Tobey Maguire. Très bien écrit. Alors déjà, j'adore Tobey Maguire en tant qu'acteur, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment un de mes acteurs préférés. C'est principalement pour ça que je voulais aller voir le film. Donc il joue très très bien, il tient très bien le rôle. Et je trouve que d'un côté on a un très bon acteur, et de l'autre côté l'écriture de sa psychose est magnifiquement bien écrite. Pour tous ceux qui sont en études de psychologie ou qui ont quelques bases, vous allez très rapidement repérer les petits points tels que la fixation infantile et la toute-puissance du moi. C'est les deux trucs qui ressortent vachement et c'est très bien écrit, très bien géré, et encore plus par la prestation de Tobey Maguire. On voyait pas, à mon avis, on ne voyait pas d'autres acteurs se mettre dans ce rôle. Ça correspond énormément bien à cet acteur-là parce que finalement, il y a toujours eu cette incarnation du petit gars, parce que c'est pas quelqu'un de base charismatique, il n'est pas grand, il n'est pas fort, il n'est pas musclé, il n'a pas cette stature-là au cinéma. Et on le met énormément dans ces rôles où c'est le petit gars qui finit par se démerder, qui a quand même du caractère. Ça correspond énormément à la personnalité
Tobey Maguire, qui joue énormément bien ce rôle, C'est ça. et qui arrive énormément à retranscrire les émotions. C'est ça qui est fort, c'est que c'est un acteur qui n'a pas énormément de charisme par sa stature, mais qui est très fort pour vraiment s'exprimer et pour déclamer son texte, quoi. Effectivement, et du coup c'est vraiment très frais, c'est vraiment le point fort du film. C'est le personnage de Bobby Fischer, très bien écrit et très bien joué, et j'ai vraiment adoré. Après, il y a son rival aussi, le russe. Ouais, il est plus sur la retenue, C'est plus juste, subtil. c'est juste que jusqu'aux trois quarts du film, on s'en fout un peu. Oui, c'est un peu le méchant russe. Oui, on basique. le voit C'est vite ça. fait passer avec les lunettes de C'est soleil, ça. on s'en fout. C'est le russe basique, mais à la fin, la petite touche qui fait qu'on retourne les cartes et que justement il devienne lui aussi psychotique et dans cette espèce de paranoïa différente du personnage de Bobby Fischer, mais aussi dans cette même paranoïa du joueur d'échecs. C'était bien, et ça l'a, comme on l'a dit, ça l'a dédiabolisé, et ça a surtout fait un espèce d'équilibre entre les deux. Au final, c'était C'est les ça. deux mêmes personnages, Exactement. et c'était juste deux rivaux, pas des ennemis mais des rivaux. Donc c'était vraiment cool. Il y avait, Moi, j'ai il y a- aimé. il y avait l'opposition justement des caractères. On parlait de Tobey Maguire qui avait un caractère beaucoup moins affirmé de par sa stature. Donc, il a du charisme, c'est quand même quelqu'un d'ambitieux, mais de par sa stature, il a beaucoup moins de caractère. Alors que à l'opposé, le russe représentait un peu, enfin moi c'est ce que j'ai vu, ce côté très sûr de lui, très affirmé. Et je pense que c'est ça aussi le jeu, c'est-à-dire que cette prestance qu'il avait déstabilisait Bobby Fischer. C'est ça. Et au final, Et ça on s'est se rend compte retourné. que- C'est ça, on rend compte Ça s'est que les retourné. deux Donc ont c'est- les mêmes problèmes. Ça a été bien. Bon, la fille, on va pas s'étendre dessus, Oui, elle apparaît 5 minutes, juste pour dire qu'il y a une histoire d'amour, donc pas très intéressante. Comme la famille aussi, on la Oui, survole, la famille, on la survole, la sœur un petit peu, Il n'y a la pas mère, d'attache. Il n'y a pas ouais, d'attache non, il y a pas familiale. d'attache, il n'y a pas trop d'attache familiale, mais il est très esselé. Oui, c'est On ça. le voit à la fin, il finit très seul, sauf ses deux mentors, Ouais. l'avocat et le prêtre, qui m'ont, en tant que duo de mentors, m'ont vachement fait penser au mentor de Will Hunting. Pour ceux qui connaissent Will Hunting, avec Matt Damon, ça m'a vraiment fait penser à ça, avec justement le prêtre qui prend un petit peu la place de Robbie Williams. Et inversement, donc, l'avocat qui m'a fait penser au pro des maths, où il y en a un qui essaie d'utiliser, enfin de le pousser à exploiter son génie, quand l'autre veut simplement admirer son génie. Et ces mentors-là ont été bien écrits, j'ai bien aimé le duo. Petite préférence au prêtre, même si il reste aussi, les deux prêtres restent très effacés, c'est centré sur Bobby Fischer, mais très bien écrit, le duo marche et en soi on s'attache aux deux. Donc l'avocat est pas moins un mentor que quelqu'un qui va motiver Bobby Fischer à rentrer dans le jeu. C'est un peu l'élément qui vient pour provoquer la rencontre et la montée surtout. Alors que ce prêtre, bon, déjà on ne sait pas vraiment d'où il sort, mais on comprend que ça a été un peu déjà un formateur pour Bobby Fischer. Et il a plusieurs mentors. Il a aussi le professeur qu'il a eu au tout début, Oui, c'est vrai. le 25e, je crois c'était 25e Joueur de New York, de New York, qu'il va rencontrer quand il est gosse. Donc eux sont plus les mentors, c'est-à-dire ils sont là vraiment pour les échecs, ils sont là vraiment pour le jeu d'échecs et pour vraiment lancer Bobby Fischer, alors que l'avocat est plus là pour faire son blé. Non, moi je pense il y a un moment où quand par exemple il Oui. parle à la sœur, on sent vraiment qu'il apprécie Bobby Fischer et Mais qu'il on a sent envie de le aussi- pousser quoi. Oui, mais Mais on après sent il qu'il le le pousse, le fait mais- principalement par patriotisme, Non, il bien le dit sûr. à chaque fois, mais pas de façon méchante, en tout cas dans le film. Je sais pas, moi je sentais qu'il le poussait un petit peu justement en dehors de ses limites. La sœur disait ça va aller trop loin, il est en train de se détruire, et il disait t'inquiète pas, tu sais, en mode il sait qu'il est en train de le pousser au bord du précipice, mais il s'en fout quand même. Oui, mais comme le dit le prêtre, au final, Mhm. on sait pas, ils savent pas, il se passera rien de toute façon, donc ça sert à rien de le faire. Et d'ailleurs, justement, il y avait un tout petit payoff, on finira, je pense, par ça pour la part du personnage. Il y a un tout petit payoff qui est fait sur le mentor, justement, le prêtre. Il y a une partie d'échecs que le prêtre perd. Tobey Maguire arrive à la première rencontre, il lui dit c'est là où vous avez perdu. Et ce qui m'a amusé, c'est ils ont réutilisé exactement cette même partie
sur la fin pour la première victoire de Bobby Fischer. Oui, ça, Et là où ça c'était rappelle. bien, c'est que c'était pas un payoff, on montre quelque chose qui sert plus tard, enfin on montre quelque chose de fixe, mais là on montrait vraiment une partie avec une réflexion des trucs qui tournent, et au final on voit exactement la même chose. C'est ça. J'ai trouvé que c'était un payoff vachement bien foutu, qui rappelait le mentor, et donc c'était un petit peu entre guillemets l'épée donnée par le mentor, ou l'arme magique comme définirait Vogler. Maintenant pour l'aspect technique, donc comme d'habitude, on va débriefer un petit peu sur ça. J'ai pas noté une grande imagination visuelle ou technique. C'est assez classique, c'est beaucoup de chants, de contre-chants. Le film se passe énormément en studio, hein. Il y a très peu d'extérieur finalement. Donc il y a pas vraiment on peut pas vraiment pousser dans l'analyse technique. Il y a un bon montage, je trouve, qui est assez efficace, qui est assez vif. Alors ça rentre peut-être plus dans l'histoire, mais on peut en reparler là aussi par rapport à la technique. C'est là aussi la narration, c'est-à-dire qu'on commence par un peu la fin. Plutôt le milieu. Le milieu, oui. Bon, ce schéma se répète dans beaucoup de films, c'est-à-dire effectivement on commence à un moment où l'histoire est déjà beaucoup avancée pour y revenir après. Donc c'est vrai que au niveau du montage, il y a une technique intéressante. Maintenant, au niveau visuel, ça reste assez classique. Je pense qu'on est sur du numérique aussi. Maintenant, c'est beaucoup tourné en numérique. Oui, effectivement, il n'y avait pas grand-chose de transcendant au niveau de l'image. Par contre, au niveau du son, tout ce qui a été traitement son, alors la musique, la bande son était vachement bonne, et la musique aussi. Je m'explique. Déjà, il y a plusieurs moments, il est sur une paranoïa. Il croit qu'on l'écoute, en fait. Il croit qu'on l'écoute de partout. Et du coup, tout est axé sur le son. C'est ça. Dès qu'il y a un tapotement de crayon, dès qu'il y a un truc qui tombe, les caméras qui bougent, ils exagèrent. Et ça, j'ai trouvé que ce traitement-là était vachement bien fait. Ils ont su refaire, par exemple, je pense à un moment où l'avocat arrive. Tobey Maguire pense qu'on tape, qu'on bourrine la porte, alors qu'au final il fait juste un petit toc toc toc. Et justement, en suivant ce montage aussi, là ça m'y fait repenser, il y a aussi une chose qui est intéressante, ils le font dans beaucoup de films, c'est intercaler chaque passage avec soit des archives, tu sais, d'images de médias de l'époque pour illustrer la période, et toutes les explications extérieures qu'on apporte à l'histoire, qui est une facilité un peu scénaristique, mais qui permet d'apporter les éléments et l'histoire, sont des passages de médias. À chaque fois, on coupe une scène, et entre ces deux scènes, on voit donc un présentateur qui dit « Alors voilà, Bobby Fischer ne s'est pas présenté aujourd'hui ». Ça, c'est vrai que c'est intéressant. Mais c'est intéressant, mais il y a des moments où du coup ça accélère trop l'histoire. Ça accélère trop, et c'est un peu c'est un résumé, c'est-à-dire il résume ce qui vient de se passer. Oui, mais j'ai envie de le voir. Par exemple, je pense à la partie d'échecs, ils auraient pu montrer 2-3 coups avec un montage assez rapide. Je pense à la toute première partie d'échecs contre le quatrième champion du monde, je sais pas quoi. Enfin bref, on s'en fout du numéro, mais il arrive, il laisse une minute, t'es à fond, et bim, après c'est fini, et il résume la partie. Écrasé, le russe écrasé, nanana, Bobby Fischer, génie, je sais pas quoi. Mais ça, c'est une chose intéressante, parce que c'est vrai que moi j'ai remarqué ça. Je m'attendais dans un film. Alors, tout le monde ne connaît pas les échecs, donc il y a beaucoup de gens qui vont voir le film sans avoir la subtilité du jeu, mais je m'attendais dans un film axé sur les échecs à voir beaucoup plus d'échecs, alors qu'au final on s'en fout, mais vraiment des échecs, c'est-à-dire on voit très peu les coups, on réfléchit très peu à la stratégie. Alors, par exemple, les caméras sont rarement axées sur une vraie partie de vrais coups, on ne sait pas les coups qu'ils font au final, tout se joue sur les acteurs. Alors là, j'ajouterais deux choses. La première, c'est que pas tant que ça, au final, on regarde je pense par exemple la relation qu'ils ont avec le prêtre, le fait qu'ils jouent en discussion, ils le font très souvent. Et c'est limite une façon de recentrer Bobby Fischer qu'a trouvé son mentor, c'est de faire des échecs par pensée. Donc au final, non. Par contre, il y a un truc qui a été très intéressant et qui malheureusement a été qu'au début, une seule fois. J'ai pas compris pourquoi il n'est pas réutilisé tout au début quand il est enfant. Les petits chiffres. Les petits chiffres qui se déplacent avec les flèches quand il apprend tout seul dans sa tête, ça aurait pu être réutilisé, ça aurait été très intéressant. Et ça aurait symbolisé à mon avis qu'il apprenait tout seul. Oui, mais du coup, tu vois ce que je veux dire, au lieu d'avoir un film avec un montage relativement standard, on aurait eu
un petit truc original qui aurait amené au film peut-être, je pense, qui aurait pu être fait, continuer. C'est dommage, il l'utilise vraiment une seule fois tout au début du film, pendant les 5 premières minutes du film, et après il l'utilise plus. Ouais, c'est vrai. Donc dommage, mais après voilà, je pense que je sais pas pourquoi ils ont fait ça, peut-être qu'ils ont pensé à l'idée et qu'après ils se sont dit ouais mais finalement on veut un truc plus standard. Ça va très vite, ça va. Déjà la progression du personnage, on revient là-dessus, mais la progression du personnage est très rapide et dans le montage, on s'étend pas du tout. On essaie de raccourcir un maximum le passage entre Bobby Fischer enfant et Bobby Fischer adulte. Après ça c'est normal. C'est normal, mais c'est vrai que ça passe vite. C'est un peu le clip show à la Rocky, c'est-à-dire le moment où il s'entraîne avec la musique et hop, on passe 10 ans de la vie où on le voit faire plein de parties intercalées dans le montage. Ça m'a pas dérangé. Après c'est parce que moi j'aime bien Tobey Maguire et j'étais un peu impatient. Ça m'a pas dérangé, mais ça fait partie de ses facilités, tu vois, c'est ce que je veux dire. Ouais, mais après, tu vois ce que je veux dire. Oui, on peut pas perdre déjà du temps là-dessus, c'est sûr. C'est ça, on n'avait pas vraiment le temps de perdre de temps là-dessus. Surtout que, encore une fois, l'histoire est vraiment axée sur la psychologie du personnage. Donc il fallait juste montrer 2-3 éléments de l'enfant pour pouvoir par la suite les réutiliser dans le scénario. Mais moi, ça m'a pas dérangé. Alors, en ce qui concerne la critique est plutôt bonne. Alors effectivement, c'est un remake de films qui ont déjà été faits, mais la critique est vraiment bonne. Il y a eu noté 3,5 sur 5 et 4 sur 5, avec comme critique principale, forcément, que c'est principalement axé sur la guerre froide et donc sur une propagande américaine. Ça, c'est la principale critique. Mais sinon, en général, bien amené. Bon point sur le jeu de Tobey Maguire. Mais ça, c'était évident. C'est un très bon acteur et comme je l'ai dit, c'est principalement pour ça que je voulais aller voir le film, donc c'était normal que les critiques elles-mêmes plébiscitent ce jeu. Mais là, après la critique sur cette opposition entre la Russie et les États-Unis, voilà, bon, c'est un petit peu passé, c'est de la mauvaise foi, c'est passé à côté de l'essence du film, quoi. Je veux dire, c'est ça, le film, c'est ça. Enfin, si t'enlèves cette notion-là, tu perds un petit peu tous les enjeux du film. C'est vrai. Mais nous qui sommes en France, forcément, ça dérange un peu cette propagande pro-américaine. Non mais je comprends. Ce que je comprends, même si au final c'est pas ça à côté de l'intérêt du film. Ouais, je pense que c'est pas ce qu'on peut reprocher au film. Mais alors moi il y a un truc pour revenir sur les avis. Alors c'était pas vraiment sur les avis, mais c'est bizarre parce que le film est sorti il y a déjà quelques temps. Oui. Et on ne le trouve nulle part. Ah, oui, on a eu beaucoup de mal à le trouver. Et la salle où on était, c'était une salle, une toute petite salle. On l'a trouvé à Châtelet et moi j'aime pas des masses aller à Châtelet. Oui. Et toute petite salle, très peu de séances. Pourtant, il est sorti il y a 2 semaines. C'est dommage, franchement, c'est dommage. Et parce qu'il est vraiment, il est pas mal. Il mériterait le coup d'être plus mis en avant. Et je sais pas si c'est un manque de demande par rapport aux spectateurs, franchement, je sais pas, parce qu'il est bon. Et d'ailleurs, pour mon avis personnel, je vous conseille d'y aller principalement pour la prestation de Tobey Maguire. Si vous aimez Tobey Maguire et si aussi par exemple vous êtes, pour moi qui suis en psychologie, si vous êtes en études de psychologie ou que vous êtes plutôt friand de psycho, allez-y. C'est le traitement de la paranoïa est vachement bien traité avec Tobey Maguire qui l'a super bien joué. Je vous conseille d'y aller. Et le film n'a pas de longueur. Et le film n'a pas de longueur. Bon, il en a quelques-unes, mais en soi, ça passe relativement vite. Ça passe relativement vite. Il fait 2 heures et quelques et ça coule tout seul. C'est dommage. C'est un bon film à voir. C'est un bon film à voir et c'est dommage parce qu'il mériterait d'être un peu plus plébiscité. C'est pas le film de l'année, mais c'est un très bon film. C'est dommage qu'il soit comme ça. Il y a une chose aussi, pour nous donner maintenant notre avis, c'est que j'ai déjà donné du coup. C'est que ce film est pas traité au sérieux, au degré ultra sérieux. Bien sûr qu'il y a tout un enjeu dramatique, il y a Tobey Maguire qui pète un câble, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de décalage finalement par rapport à ça. Tu souris souvent quand tu vois les gars paranoïés. Bon, ça reste quand même relativement dramatique, mais c'est ça, c'est qu'ils ont réussi, principalement par exemple quand on... C'est pas un tire-larme. Oui, c'est ça, c'est pas un tire-larme du tout. Quand on découvre le personnage du Russe, quand on le découvre un peu plus, ça nous fait marrer avec tous les échiquiers dans toute la chambre, disposés de façon bordélique, enfin c'est assez drôle. C'est ça. Donc moi je vous conseille d'y aller, franchement, peu de salles, il faut le vous conseiller. On vous conseille parce que il est pas mal. Moi j'adore Tobey Maguire dedans. Ça.
C'est un bon film. C'est pas le film de l'année, mais c'est un bon film. C'est un bon film. Qui soit autant relayé au second rang. Je trouve ça dommage, donc allez le voir, comme ça peut-être qu'il y aura plus de salles qui s'ouvriront avec lui, parce que franchement actuellement ça fait partie quand même des films qui à mon avis valent le coup. Surtout que la critique elle-même l'a plutôt bien noté, et donc on a dit du bien, donc je comprends pas trop pourquoi aussi peu de salles, surtout que la nôtre était bondée, il faut le dire. Bon, elle était petite mais elle était bondée, donc c'est dommage. On était 4. Bon bah voilà, on va vous laisser, au revoir YouTube. Au revoir YouTube.